personnes hypersensibles sont-elles de plus en plus nombreuses? Ou est-ce un phénomène de mode sur Internet? Je vous propose dans cette vidéo de défricher un petit peu tout ça avec 14 critères à peu près solides pour pouvoir définir si vous êtes ou non une personne hypersensible. Bien sûr, ces critères ne sont pas exhaustifs. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans certains et pas dans d'autres, ou peut-être que vous allez vous reconnaître à l'opposé par rapport à certains. Mais en même temps, c'est la même faille qui est derrière. Donc, tant que ces critères vous parlent, soit parce que vous vous identifiez à ça, soit que vous êtes en totale opposition à ça, eh bien, ça peut vouloir dire que vous êtes d'une nature hypersensible. On commence sans plus tarder avec le premier critère. Le premier critère vient du rapport à l'environnement. L'environnement est soit stimulant, soit agressif, mais de manière exacerbée. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que certaines personnes hypersensibles vont préférer se retrouver dans la solitude, histoire de ne pas être polluées par les humeurs des autres, parce que la perméabilité aux humeurs des autres est quelque chose de très fort chez les hypersensibles. Donc le rapport à l'environnement peut pousser soit à la solitude, s'isoler des autres pour ne pas être assailli par le brouhaha, par la pollution, par les humeurs, soit au contraire, on est tellement mal, on est tellement sensible, mais on est tellement dans une espèce de mal-être qu'on a besoin des autres pour s'extraire de là et on va aller se fondre dans la masse quelque part tant qu'on n'est pas le centre de l'attention, tant que les gens ne sont pas focalisés sur nous, tant qu'on n'est pas obligé de, je sais pas, de parler en public ou tant que les regards ne sont pas portés vers nous, bien ça nous fait du bien parfois. Eh bien de sortir de notre monde intérieur et de se connecter au monde extérieur, si c'est par exemple dans une soirée de type soirée mondaine ou autre, ce genre de choses. Là, il n'y a pas de gros enjeux émotionnels, c'est pas comme dans une réunion de famille et donc ça peut être quelque chose d'apaisant pour une personne hypersensible. Donc on voit bien là, par exemple, qu'il y a les deux opposés, c'est soit on va aller dans énormément de solitude, soit on va aller au contraire se perdre dans un collectif dans lequel on n'a pas véritablement d'individualité pour respirer un petit peu par rapport à son monde. Alors, la plupart des hypersensibles finissent par se retrouver dans une forme de solitude ou de rapport à la nature ou aux animaux. Parce que là, il n'y a pas le poids du jugement externe qui pèse sur eux. Et finalement, c'est peut-être ça le point commun de ce premier critère, de rapport à l'environnement. C'est plus l'environnement humain extérieur, c'est plus l'environnement, on va dire, peut-être agressif de l'extérieur, la perméabilité à l'environnement extérieur. C'est un des premiers critères. Le deuxième critère concernant l'hypersensibilité, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à se diminuer elles-mêmes beaucoup plus que ce qu'elles sont capables de faire. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder leurs capacités, elles vont avoir tendance à minimiser leurs compétences, leurs capacités, leurs valeurs aussi également. Et c'est pas de la fausse modestie pour essayer d'être valorisé par le regard des autres par la suite, parce que même la valorisation est pas forcément bien acceptée. Non, c'est plutôt une sensation de sentir qu'il y a des choses qui nous dépassent tellement que finalement on n'est que peu de choses dans ce monde et le fait de nous porter en trop haute estime va nous déranger parce qu'encore une fois on va être au centre de l'attention et on va devoir quelque part récolter des lauriers dont on se sent pas forcément légitime parce qu'on a l'impression de faire partie d'un grand tout, d'être une goutte d'eau dans l'océan de l'univers et que cette position d'humilité par défaut fait en sorte qu'on a une estime de soi dans le monde extérieur, dans ce que les gens appellent l'estime de soi dans le monde extérieur qui est très très faible par rapport à la majorité des gens qui ne se posent pas ces questions d'échelle, qui ne se posent pas ces questions de relativisation par rapport à l'infini, l'univers, le subtil ou le divin, bref, ou même le spirituel, les personnes hypersensibles ont des rapports assez particuliers à tout ça, puisqu'elles perçoivent les choses dans une profondeur et dans une dimension qui dépasse ce que la majorité des gens font. Donc quand elles se retrouvent en comparaison, entre guillemets, d'estime de soi vis-à-vis de personnes qui n'ont pas conscience de tout ça, qui sont centrées dans leur monde, qui sont persuadées que seul le monde des humains existe et que le reste de l'univers, ça n'existe pas, qui sont uniquement dans leur mental, ces personnes-là vont avoir probablement développé une espèce de confiance en eux, de force de caractère, parce qu'elles s'appuient sur leur caractère, parce que c'est la chose principale sur laquelle elles basent leur existence. Une personne hypersensible qui va capter énormément de choses va avoir une estime de soi en comparaison de ces personnes-là qui va être à un niveau très très faible et va avoir du mal à valoriser ses capacités, ses compétences, à être capable de se mettre en avant parce que le monde extérieur lui rappelle l'humilité de manière quasi permanente. Comme je vous le disais juste avant, le troisième critère, c'est la profondeur du ressenti d'une personne hypersensible. Elle va ressentir les choses de manière subtile, profonde, intense et dans des dimensions qui échappent à la plupart des gens
C'est difficile à décrire d'ailleurs avec des mots parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre ce qu'on perçoit dans le subtil et dans cette profondeur-là. Et donc non seulement on perçoit les choses de manière subtile, et comme je disais aussi précédemment, cette perception du subtil et de la profondeur va faire en sorte que on va capter l'état émotionnel de la personne qu'on a en face de soi, même si cette personne tente de le masquer. Les personnes qui me disent tout va bien, tout est OK, on sent que ça va pas, on le perçoit dans le métalangage, et on n'arrive pas à se laisser berner. Et il y a plein de personnes comme ça qui prétendent aller bien ou qui, au contraire, prétendent aller mal, et on perçoit que non, il y a quelque chose de... Son corps me dit qu'elle va bien, elle me dit qu'elle va mal, ou alors l'inverse, son corps me dit qu'elle va mal, et puis elle prétend aller bien, et donc il y a quelque chose qui cloche. Et donc cette perméabilité aux humeurs des autres, et cette captation de la profondeur font des hypersensibles des personnes particulièrement touchées par leur entourage et surtout particulièrement sensibles aux mensonges et au décalage, au non-alignement, à la non-congruence, j'ai envie de dire quelque part. Un autre aspect très important de l'hypersensibilité, c'est une intuition fort développée, voire extrêmement développée. Et ça leur joue des tours. Pourquoi? Si vous êtes personne hypersensible, je vous invite à écouter vraiment ce point-là avec grande attention. Quand on est hypersensible, comme je le disais juste avant, on capte énormément de choses avec énormément de profondeur. Et tant que, émotionnellement, c'est pas en train de réactiver une faille personnelle, notre captation est assez juste, assez profonde, assez d'ailleurs incroyable de pertinence et de justesse. Sauf que, parce qu'il y a un sauf que, lorsque tout ça va venir mettre en résonance une faille personnelle, une faille de l'enfance, une blessure émotionnelle, etc. À ce moment-là, notre intuition devient complètement faussée. Mais ça arrive très peu souvent, ça arrive peut-être 10% du temps, 15% du temps, peut-être 5% du temps, ça dépend des gens. Mais le problème, c'est que quand ça arrive, vu qu'on y croit profondément, puisque notre intuition est très développée, on croit qu'on détient une forme de captation de vérité, qui dépasse d'ailleurs ce que les gens veulent bien admettre, comme je le disais dans le point précédent, à ce moment-là, ça pose un gros problème, parce que quand notre intuition dysfonctionne et nous donne des messages qui sont à l'inverse, c'est ce qui fait que les personnes hypersensibles sont capables de s'enfoncer pendant des années dans des relations de type manipulation, alors que tous les voyants sont là, tous les voyants sont au clair, ce sont des personnes qu'on n'est quasiment pas capable de berner 90% du temps. Et lorsque c'est 10% du temps sur des failles personnelles, notre intuition dysfonctionne complètement. Sauf comme on a appris à avoir foi en notre intuition, on n'admet pas que notre intuition puisse se tromper. Et cette difficulté d'humilité par rapport à nos blessures d'enfance fait que on se retrouve parfois dans de beaux draps. Et ça, c'est bien galère. Un autre aspect des personnes hypersensibles, c'est qu'elles n'arrivent pas à traiter la superficialité des choses. Les personnes sensibles ont besoin d'aller dans la profondeur, et donc vont aller jusque dans la profondeur pour résoudre les problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que les recettes de cuisine comportementale, les yaka faucons, les trucs qui sont pré-mâchés, vite fait, etc., ça convient rarement à la personne hypersensible, qui va avoir peut-être parfois tendance à réinventer le fil à couper le beurre, comme on dit, c'est-à-dire à explorer en profondeur ce qui est en train de se jouer, à essayer de regarder tous les tenants et les aboutissants pour comprendre la globalité et la cohérence de ce qui est en train de se jouer dans les rapports humains, et notamment dans la profondeur émotionnelle, sentimentale, voire presque spirituelle des gens qu'elle a autour d'elle-même. Et donc lorsqu'il y a un problème, juste dire « Ok, je suis désolé, on passe à autre chose », c'est quasiment impossible pour une personne hypersensible, parce qu'elle est encore tout ébranlée dans toute la profondeur de son être, et elle sent très bien que l'autre est encore en train de ressasser, ou c'est encore en train de bouger chez la personne. Et c'est ce que je disais dans les premiers critères, c'est-à-dire que la personne qui nous dit « Non, mais c'est bon, tout va bien, on passe à autre chose », en fait, on sent très bien quand ça ne va pas, parce que tout le métalangage nous montre que la personne est vraiment à cran. Et donc, pour résoudre les problèmes, pour résoudre les difficultés, une personne hypersensible va avoir du mal à rester sur la superficialité des choses, va vouloir avoir tendance à rentrer dans la profondeur de ce qui s'est joué dans les problèmes relationnels. Les personnes hypersensibles ont une compassion extrêmement forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant où elles voient quelqu'un souffrir, elles ressentent cette souffrance, mais quasiment comme un état vibratoire dans tout leur être qui se met en résonance. Comme si cette souffrance allait les dépasser, elles aussi. Elles peuvent se mettre à pleurer rien qu'en voyant une personne pleurer. Elles peuvent ressentir toute la peine, toute la douleur d'une personne qui est en train de vivre, je sais pas, un enterrement ou quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. Elles peuvent aussi
Sentir sans forcément communiquer, sans forcément savoir pourquoi, sentir l'humeur de la personne qui est en face d'elle et comme par mimétisme, ressentir exactement la même chose et se laisser déborder exactement de la même manière. Et c'est parfois problématique parce que, eh bien, lorsque ce sont nos enfants, lorsqu'on est soi-même hypersensible et que nos enfants vont mal, eh bien, on va avoir tendance à se laisser submerger par la même émotion qu'eux et il n'y a pas vraiment des personnes stables, solides, de ressources quelque part, qui peuvent apporter quelque chose de différent, une autre façon de vivre l'instant, la relation, le drame en question et de mettre de l'humour par exemple ou de mettre des moments amusants. Non, non, la personne hypersensible va avoir du mal à avoir cette légèreté-là parce que comme je disais juste avant, elle rentre dans la profondeur des choses et puis elle ressent la souffrance et la peine de manière presque aussi intense que la personne qui le vit et c'est parfois vraiment, vraiment très difficile à vivre. La conséquence de cet aspect-là, c'est que la personne va se sentir réellement concernée par tout ce que son interlocuteur est en train de vivre. Une personne hypersensible va vraiment chercher à donner le meilleur d'elle-même pour apporter du soutien, pour apporter de l'aide, pour apporter des avis, pour apporter une forme de compréhension, une forme d'empathie, une forme de compassion. Bref, tout ce qu'elle est en elle, tout ce qu'elle peut rassembler quasiment toutes ses ressources pour essayer de les mettre à la disposition de la personne qui souffre et qui va pas bien, pour faire en sorte qu'elle puisse sortir de là. Mais oui, mais il y a un petit côté presque personnel dans l'histoire, puisque la personne hypersensible ressent la souffrance de son interlocuteur de manière très très forte. À un moment donné, elle se dit, si j'apporte à cette personne de quoi sortir de là, eh bien, elle se sentira mieux, et moi aussi, je serai soulagé d'un seul coup, parce que je ne ressentirai plus l'oppression de cette souffrance, de cette tristesse, de cette colère, et de ces humeurs qui sont vraiment délicates à appréhender la plupart du temps. Ce critère de se sentir très concerné par ce que la personne est en train de vivre peut s'exprimer pour des personnes qu'on connaît à peine, des collègues, des gens qu'on a croisés peu de fois, et de voir leur souffrance, de voir leurs difficultés, eh bien, ça peut parfois même nous empêcher de dormir tellement on se sent concerné par la problématique de l'autre. Je crois qu'au fond de lui, ou au fond d'elle, la personne hypersensible est persuadée que si tout l'amour qu'elle ressent en elle pouvait être apporté dans le monde, à ce moment-là, on vivrait dans un monde bien meilleur. C'est la vision utopiste de l'hypersensible. Pour autant, quand on croise quelqu'un qui n'est pas bien, on a envie de faire notre maximum pour l'aider à aller mieux. Un autre critère qui est très 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 difficile à vivre pour une personne hypersensible, eh bien, c'est la réception de ce qui vient de l'extérieur. Je l'ai dit un petit peu dans le premier critère tout à l'heure. Lorsqu'on reçoit un jugement de la part de l'extérieur, la personne hypersensible va être hypersensible à ce jugement par définition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le regard porté sur soi va porter un gros problème. Donc, lorsqu'il faut s'entraîner, lorsqu'il faut s'exercer à faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, eh bien, on ne va pas se jeter dans le bain directement. Ça, c'est une des caractéristiques des hypersensibles qui vont vouloir travailler, retravailler chez eux, tant qu'elles ne se sentent pas alignées, en cohérence avec ce qu'elles sont en train de faire. Donc, elles vont s'exercer, mais s'exercer seules. Le regard des autres est très difficile. Ça peut s'exprimer aussi dans une salle de sport, par exemple. La personne hypersensible va préférer y aller sur des horaires où il n'y a quasiment personne, parce que le regard de l'autre est très très gênant. Ça peut s'exprimer aussi sur le fait de vouloir faire une activité et faire... on rebrousse chemin parce qu'en fait, il y a déjà des personnes qui sont en train de faire cette activité, et ça nous dérange. On n'aimerait pas avoir le poids du regard des autres. On aimerait pouvoir se tromper sans le jugement de l'autre parce qu'on sait que le jugement de l'autre, eh bien, a tendance à nous dévisser l'être. On n'est pas bien. Une fois qu'on a essuyé le jugement de l'autre, même si le jugement de l'autre est une personne qu'on ne connaît pas, est à l'emporte-pièce, est complètement abusif et non fondé, ben on va quand même y être sensible. Donc, on va préférer s'exercer seul dans son coin plutôt que aller s'entraîner, aller s'exercer, aller tester ses incertitudes, aller tester sa médiocrité, parfois ses erreurs qu'on peut faire. Eh bien, on va chercher à les tester le plus loin possible du regard des autres parce que ce jugement-là nous blesse en profondeur. Une des questions à laquelle il est le plus difficile de répondre pour une personne hypersensible, c'est la question « et si ?» Et cette ouverture des champs des possibles fait que prendre une décision devient extrêmement délicat. C'est un des critères qui permet de définir l'hypersensibilité. On va, au lieu de prendre une décision à l'emporte-pièce et de voir ce qui se passe par la suite, on va peser le pour et le contre pendant très longtemps. On va être capable d'essayer de capter le maximum d'informations, d'attendre, de se dire mais peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas encore su appréhender à cet endroit-là, et ça peut peut-être modifier tel endroit et tel endroit. Et si il se passait ça aussi? Et si la personne, finalement, était dans une intention qui n'était pas tout à fait celle que j'ai captée? Et si? Et si, et du coup, avant de prendre une décision, parfois, il peut
se passer très longtemps. Donc ça peut donner, l'hypersensibilité peut donner des personnes qui procrastinent énormément. À l'inverse, ça peut aussi donner des personnes qui ont tellement foi en leur intuition que dès l'instant où il faut aller dans une direction, elles y vont, elles ne se posent pas de questions. Et elles ont tellement cette foi profonde en ce qu'elles sont capables de capter, en leur intuition, encore une fois, que tant que ça ne concerne pas la mise en résonance de failles et de carences affectives, eh bien, le chemin est tracé tout droit. Et il y a une espèce de solidité en sa captation du monde extérieur qui fait que prendre une décision, on sent de son intuition, si on n'est pas trop perturbé, si on n'est pas trop fatigué, si on n'a pas été justement pollué par quelque chose d'externe, là on peut prendre une décision très très rapidement. Mais quoi qu'il en soit, on la prend avec une conviction, une profondeur énorme. Et si on n'a pas cette conviction, cette profondeur, à ce moment-là, on commence à turbiner et on commence à avoir des tas d'émotions qui surgissent. Et si, et si, et si. Tout ça pour dire que la prise de décision peut être soit complètement paralysée, procrastination, soit au contraire, très très facile, sauf dans les domaines où ça coince. Et là, on ne comprend pas. Et là, en général, on se prend une grosse claque dans la figure. Peut-être par peur de se faire avoir, parce que c'est déjà arrivé par le passé, la personne hypersensible va chercher à lire entre les lignes, va chercher à capter les messages qui sont un petit peu implicites, un petit peu insidieux, pas forcément tout à fait évidents au prime abord. Ce qui veut dire que lorsqu'elle reçoit un document, elle va vraiment chercher absolument tout, dans tous les moindres détails, ce qui va pouvoir donner une cohérence ou une incohérence à l'édifice qu'on lui présente. Alors que ce soit une personne qui soit en chair et en os et qui essaye de transmettre quelque chose ou de communiquer avec elle, ou que ce soit un document, ou etc., etc. Ce qui fait que les personnes hypersensibles vont avoir du mal à répondre à la demande d'efficacité du monde extérieur. En général, elle va passer le temps nécessaire pour elle, pour se sentir bien dans sa décision, pour tester la personne qu'elle a en face d'elle-même, pour essayer de rencontrer finalement la véracité de l'autre, c'est-à-dire démonter son personnage si nécessaire, pour aller regarder dans les moindres détails s'il n'y a pas quelque chose qui serait un petit peu incohérent par hasard. Voilà, les personnes hypersensibles ont besoin d'aller chercher cette garantie-là avant de pouvoir s'ouvrir et s'investir dans la relation, plus que la plupart des gens. Bien sûr que c'est un critère dans lequel la plupart des gens pourraient se reconnaître dès l'instant où on a souffert, dès l'instant où on a vécu quelque chose de délicat, on n'a pas envie de le revivre, et donc on va avoir tendance à demander des garanties à l'autre. Simplement, il y a une façon de le faire. Et les personnes hypersensibles ont tendance à aller vraiment gratter le petit détail, le petit truc qui va faire en sorte que est-ce que je peux m'ouvrir ou pas. Parce que quand une personne hypersensible s'ouvre, elle fait vraiment pas semblant. Un des soucis principaux de la personne hypersensible, c'est de ne surtout pas faire de mal à l'autre. Parce que la personne hypersensible ne supporte pas qu'on lui fasse du mal, elle est à fleur de peau, et donc elle ne veut certainement pas être responsable de la blessure, de la douleur de l'autre. Elle va donc être parfois extrêmement maniérée, peut-être beaucoup trop, prévenante, mais peut-être beaucoup trop, peut-être plus qu'à l'accoutumée. Alors si c'est un critère qui vous caractérise, ben vous le sentirez tout de suite, parce que vraiment, il y a une incapacité à admettre l'idée qu'on ait pu être à l'origine de la blessure de quelqu'un, puisque quelque part, notre mission telle qu'on la ressent, ou notre objectif, ou en tout cas notre désir le plus profond, c'est de faire en sorte que tout le monde soit heureux et que personne ne souffre. Puisque quand il y a une personne qui souffre, on souffre autant qu'elle, on veut certainement pas être à l'origine de la souffrance de l'autre et on le vit en général très très mal. Alors on va faire attention aux moindres détails. On va essayer d'être prévenant. On va essayer de sentir ce dont la personne a besoin, ce dont la personne a envie. Avant même qu'elle s'exprime, on va capter les signaux, les humeurs, les tensions. Et on va essayer de donner notre empathie au maximum à la personne qui se trouve dans cet état-là. Parfois même, alors qu'on n'en a pas les ressources, et ça peut poser des gros problèmes de déséquilibre au sein de la relation. Mais voilà, la personne hypersensible, et ça c'est un des critères, va être extrêmement prévenante pour ne surtout pas brusquer, blesser, gêner l'autre, et parfois elle va faire pire que mieux, à force de trop de prévenance, qui sont en décalage avec les codes de communication classiques des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Les personnes hypersensibles vont avoir tendance, au fur et à mesure des années, à malheureusement avoir un profil de type anxiété ou dépression. Pourquoi ça? Bien pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que, à force de vivre toutes ces émotions, on est épuisé. Et elles sont tellement intenses à l'intérieur de soi que, au bout d'un certain nombre d'années, on n'en peut plus, on n'arrive plus à contenir. Ça, c'est une des premières raisons. Et puis, il y a aussi d'autres raisons qui font que, on se sent concerné par le monde entier et au bout d'un moment, on n'a pas les épaules assez larges. Donc,
on finit par craquer. À un moment donné, ça devient trop difficile, trop délicat. On aimerait pouvoir aider tout le monde et on n'y arrive pas. Et à ce moment-là, on sent une grande détresse. Moi, quand je ressens ça, je dis que j'ai mal à mon humanité, quelque part. C'est-à-dire que je ressens vraiment à quel point c'est douloureux pour beaucoup de gens, à quel point j'aimerais pouvoir faire quelque chose et je peux absolument rien faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut mener à la dépression, parce que quand on regarde le monde autour de soi et qu'on regarde la manière dont il fonctionne, on se sent dans un décalage tel qu'on se sent impuissant à faire en sorte de faire se rapprocher ce qu'on voudrait de ce qu'on vit. C'est-à-dire, ce qu'on voudrait, c'est que les gens soient heureux entre eux, qu'ils s'apprécient et que l'on puisse continuer à se sentir bien les uns les autres et en sécurité. Et ce qu'on observe, c'est que les gens se tirent dans les pattes, font des conflits pour pas grand-chose, cherchent à avoir raison en permanence plutôt que de chercher l'harmonie. Et ça a tendance à nous désoler en profondeur. Donc, ça peut mener à une forme de dépression. Et puis, il y a aussi cette difficulté, comme je le disais tout à l'heure, quelque part, de capter toutes ces émotions. Et toutes ces émotions font en sorte, donc le premier truc, c'est que c'est épuisant. Le deuxième truc, c'est que toutes ces émotions qu'on ressent vont faire en sorte que on va réfléchir tellement à comment résoudre ces émotions qu'on n'est pas forcément en train d'essayer de chercher à comprendre quelque part comment s'insérer dans le monde, comment trouver sa place. Et donc notre capacité mentale n'est pas à comprendre la règle du jeu et trouver notre place dans ce monde, elle est plus d'essayer de trouver comment réguler toutes ces émotions avec toutes ces informations qui viennent de partout. Et au bout d'un moment, toute l'énergie qu'on a passée à développer ça, c'est l'énergie qu'on n'a pas passée à développer la construction de soi, notre place dans le monde, le rapport aux autres, des relations profondes, des relations, profondes si, en général si, mais des relations fonctionnelles, on va dire, avec une personne différente, un conjoint, une conjointe. C'est très délicat, ça demande beaucoup, beaucoup de compréhension de la part de la personne qui n'est pas hypersensible lorsqu'elle est en couple avec une personne hypersensible. Et donc ça fait en sorte qu'on va finir aussi par vivre une forme de sensation de solitude, et tout ça mène malheureusement, assez facilement à une forme de dépression. Et c'est pas une dépression parce que on n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. C'est pas une dépression parce qu'on a particulièrement souffert avant. Parfois, on peut en arriver là alors qu'on n'a pas spécialement souffert dans son existence, ou pas plus que les autres. Mais cette hypersensibilité va donner ce comportement exacerbé qui va mener à, malheureusement, ces tendances à se sentir impuissant et donc à tomber dans une forme de dépression. Alors forcément, quand ça concerne l'anxiété, ces angoisses, ces tremblements, ces peurs de mourir, ces peurs de ne pas être à la hauteur, toutes ces peurs-là qui finalement remettent en question tout notre être, tout le fait qu'on soit présent dans ce monde, ça, c'est tellement insupportable quand on est hypersensible qu'on va chercher à mettre très très loin tous les déclencheurs d'anxiété. Et donc, on va finir par s'isoler au niveau du monde, ce qui nous mène ensuite probablement à une forme de dépression, comme je disais juste avant. Et le problème de cet isolement, c'est que, il va peut-être nous protéger de l'autre, mais certainement pas nous permettre de résoudre ce qui génère cette anxiété. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le déclencheur, qui est l'événement externe, et puis le fait de ressentir cette anxiété-là. Parce que face au même déclencheur, il y a des personnes qui ne vont pas ressentir cette anxiété-là, et même des personnes hypersensibles aussi. C'est-à-dire qu'on a des sensibilités qui sont sur certains sujets, et c'est pas une fatalité, c'est une façon de fonctionner, et tant qu'on ne résout pas cette façon de fonctionner, on revivra cette anxiété. Mais si on s'isole, on ne peut pas revivre cette anxiété, donc on ne peut pas la retravailler. Donc on va faire comme si elle n'existait pas, or elle existe puisqu'elle est vivante en nous, et donc on va être déclenché super facilement. Alors si on en a de plus en plus et qu'on s'isole de plus en plus, malheureusement elles vont aller crescendo, elles vont prendre énormément de place dans notre vie, on aura beau chercher à se distancier des autres, ces angoisses finiront par revenir dans la nuit, dans notre inconscient, perturber notre sommeil, et faire en sorte qu'on va avoir énormément de mal, non pas à vivre avec les autres, parce que ça c'est déjà réglé, on s'est isolé, mais à vivre avec soi-même et à réguler son propre système. Et là, ça commence à être assez délicat comme situation, et je pense qu'il est temps de demander de l'aide si vous vous trouvez dans ce genre de configuration. Un autre des critères qui découle des critères précédents, bien évidemment, qui permet de voir si vous êtes hypersensible ou pas, c'est ce côté inacceptable lorsque vous voyez une violence proférée sur quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui ça va mettre mal à l'aise, mais qui vont filer droit, qui vont faire comme si elles n'avaient rien vu. La personne hypersensible, ça la ravage complètement, ça la révolte, c'est absolument incompréhensible, c'est absolument inacceptable, mais vraiment totalement inacceptable. C'est une révolte profonde et c'est un grand désarroi, surtout quand on n'a pas pu aider la personne qu'on a vue qui était la victime de violence. Donc une personne victime de violence, si on en est témoin en tant qu'hypersensible, c'est une des choses les plus difficiles à observer.
Et encore une fois, c'est pas pareil pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont guerriers dans l'âme, qui sont, je sais pas, je pense à des boxeurs, je pense à des militaires aussi. Et la violence faite sur les autres, c'est quelque chose auquel ils sont accoutumés de par leur attitude, de par leur peut-être, je sais pas, leur taux de testostérone hormonal, j'en sais rien, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont accoutumées à ce genre de choses. Mais la personne hypersensible, ça va être ce qui va être très dur, c'est qu'on va avoir l'impression que c'est une chochotte. C'est-à-dire que c'est une personne qui fait des manières, qui est dans la sensiblerie. Et pour autant, ça n'a rien à voir. Ce qu'on vit vraiment quand on voit la personne, on est en train de subir des violences, on est tellement empathique qu'on a l'impression de subir cette violence elle-même. Et la seule chose qu'on voudrait, c'est extraire la personne de son danger le plus vite possible. Malheureusement, on n'en est pas toujours capable. Et donc ça, c'est vraiment une caractéristique, cette forte empathie et cette incapacité à soutenir la violence qui est caractéristique des personnes hypersensibles. D'ailleurs, il y a plein de personnes hypersensibles qui ne supportent pas les films d'horreur. Et là encore, vous avez aussi des personnes hypersensibles qui vont aller adorer les films d'horreur. Pourquoi? Parce qu'elles savent que c'est fictif. Et elles vont aller travailler sur leur empathie, elles vont aller travailler sur leur rapport à la violence, elles vont chercher à le tourner en ridicule, à s'en amuser, et donc à aller voir des films où on met ça en scène, et on sait très bien que c'est du fake, et on sait très bien que c'est pas important. On voit presque, comment dire, chercher à transcender sa sensibilité à l'autre à travers une non-sensibilité à un personnage fictif pour se prouver à soi-même qu'on n'est pas si sensible que ça. Donc vous voyez que tous ces critères-là ne sont pas si clairs que ça et parfois c'est tout l'un ou tout l'autre. Alors on pourrait se poser la question aussi par rapport à plusieurs de ces critères, notamment celui-là, est-ce que tout le monde ne se reconnaîtra pas là-dedans? Ben, je peux vous assurer que non. Parce qu'il y a des personnes qui sont capables de gérer des situations très dures, des situations, je sais pas, je pense aux pompiers par exemple, des situations d'urgence ou aux infirmières. Des personnes comme ça, je peux vous dire que la violence ou même un corps violenté, elles en voient tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas touchées par ça, mais ça ne les empêche pas d'agir. Une personne hypersensible, elle est juste incapable de faire quoi que ce soit dans ces moments-là, la plupart du temps, parce qu'elle est terrorisée intérieurement, elle perd tous ses moyens. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui sont douées pour gérer l'urgence, il y a des personnes qui sont beaucoup moins douées pour gérer l'urgence. Et après, ça dépend aussi des domaines. C'est-à-dire que vous avez des urgences qui sont de l'ordre du physique, une blessure, une coupure, une violence physique qu'on voit proférer. Et puis vous avez aussi des violences émotionnelles. Vous avez du chantage affectif, vous avez de la pression, vous avez de la culpabilisation. Et ça, la personne hypersensible va être super mal, mais tout de suite. Et c'est presque comme une décharge électrique à l'intérieur de soi. C'est pas juste une observation en disant « ouais, elle abuse » ou « cette personne-là ». Non, c'est pas aussi détaché que ça. Il y a vraiment une sensation personnelle, comme si ça nous arrivait à nous, finalement. Et en tout cas, de se dire que c'est insupportable de laisser la situation en l'état et qu'il faudrait faire plein de choses pour sortir de là, mais que souvent, on en est bien incapable, malheureusement, parce qu'on est paralysé aussi, on n'a plus notre énergie interne, on n'a plus nos ressources. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes concerné, mais n'hésitez pas d'ailleurs à le mettre dans les commentaires, mais si vous êtes hypersensible et que vous avez essayé de venir en aide à une personne, en général, ça se retourne contre soi. Parce qu'on le fait dans une espèce d'élan plus fort que nous, d'élan d'urgence, d'élan d'obligation, et la personne qui souvent ne nous a pas forcément demandé de l'aide, hein, puisque c'est nous qui choisissons d'aller l'apporter, eh bien, nous renvoie souvent, pas toujours, mais souvent, le fait que cette aide ne correspondait pas à ce qu'elle voulait, et finalement nous renvoie une forme d'ingratitude assez amère à avaler, en général, qui fait qu'on a tendance à retourner s'enfermer dans son bunker de l'aigreur. Une des caractéristiques professionnelles des personnes hypersensibles, eh bien, c'est qu'elles vont être des fédérateurs, des personnes qui vont être capables d'apporter énormément de cohésion d'équipe, énormément d'analyse fine et précise avec leur subtilité, des enjeux, des relations entre les uns et les autres. Et donc, elles vont avoir une clairvoyance du système dans son ensemble, dans sa globalité, dans sa cohérence. Et donc, ça va être des personnes extrêmement riches pour pouvoir créer de la cohésion d'équipe, pour pouvoir créer du dialogue, pour pouvoir résoudre les problèmes aussi entre les uns et les autres, faire ces personnes un petit peu tampons, faire ces personnes qui sont justement douées d'empathie, qui vont comprendre une partie et l'autre partie lorsque les deux sont en conflit, et donc permettre éventuellement de recréer quelque chose de fluide et du dialogue entre les personnes. Donc ça va être des personnes qui vont être extrêmement performantes et efficaces au niveau de la cohésion globale. Le seul bémol à cette histoire-là, c'est que les personnes hypersensibles, puisqu'elles sont très sensibles au jugement, vont être capables d'être des superbes intermédiaires, mais de très mauvais décisionnaires. C'est-à-dire que dès l'instant où il va falloir trancher, dès l'instant où il va falloir assumer une position forte, vu qu'elle va susciter du jugement,
vu qu'elle va susciter du clivage, eh bien, ça va être quelque chose de quasiment impossible à assumer pour une personne hypersensible. Donc, elle va être capable de suivre une décision commune, de tout faire, de mobiliser plein de ressources pour créer une cohésion d'ensemble et une sensibilité au fait que chacun soit bien dans tout ça, qui est extrêmement forte. Mais simplement, elle ne peut pas être le centre du regard et donc elle ne peut pas être la personne qui va être décisionnaire. Et malheureusement, les personnes qui ont tendance à bien gérer les équipes, au bout d'un moment, sont promues décisionnaires, chefs d'équipe quelque part. Et c'est là où patatras, tout s'écroule. On a tendance à mal le vivre parce qu'on doit assumer des positions fortes vis-à-vis de personnes pour lesquelles on a de l'affection. Et on ne peut pas dire à une personne qu'on la renvoie. Et on ne peut pas dire à une personne qu'on va lui faire des reproches parce qu'elle est arrivée en retard. On est le gentil chef qui se fait bouffer. Et donc, on n'est pas fait pour être chef. En fait, en général, dans ce genre de situation, on est plus fait pour créer une équipe cohérente et donc peut-être être le bras droit d'un chef, j'en sais rien, mais en tout cas, la personne décisionnaire, en général, les hypersensibles sont très, 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 très mal à l'aise dans ce genre de poste. Le dernier critère que je voulais aborder avec vous, c'est un critère de rapport aux parents et à l'éducation. Quand on est une personne hypersensible et qu'on est éduqué par des parents qui ne le sont pas, eh bien, ça crée un gros décalage. Et ce gros décalage, il crée d'énormes problèmes par la suite. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux façons globales, hein, c'est à l'emporte-pièce. Il faudrait rentrer dans des analyses plus fines et plus personnelles pour chacun des sujets. Mais il y a deux façons dont les parents ont tendance à réagir lorsqu'elles ne sont pas hypersensibles. C'est soit elles vont enfoncer la personne en croyant que c'est de la sensiblerie, de la susceptibilité, elles vont culpabiliser, ouais, on peut rien te dire, ouais, mais c'est toujours la même chose avec toi, de toute façon, allez, tu pars en larmes direct, ou alors, mais t'as tellement de colère, on peut rien te dire, allez, c'est bon, sors de chez moi, je veux plus te voir. Enfin, ça peut mener en effet à des relations très clivantes, très problématiques, des relations familiales absolument pas fluides, où on ne s'écoute pas, parce que le parent est très déstabilisé, dès l'instant où il va dire quelque chose, ou faire quelque chose qui ne va pas plaire à son enfant, bah, son enfant va surréagir, puisque c'est le concept même de l'hypersensibilité, c'est-à-dire de vivre tout avec une amplitude x10, voire x100 en fonction des personnes et des sujets. Donc forcément, si ça aborde un sujet sur lequel l'hypersensibilité est activée, eh ben, ça ne va pas passer et ça va créer des gros drames. Et ces gros drames, ben, la majorité des gens ne savent pas les gérer et donc au bout d'un moment sont mal à l'aise et donc vont finalement nous montrer du doigt en tant qu'hypersensibles et vouloir nous enfoncer, nous rabaisser. Et donc, on est rejeté par défaut par le collectif. Donc, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'une fois arrivé à l'âge adulte, on va avoir tendance à rejeter le collectif, à se sentir différent et à se dire, mais moi, je vais rentrer dans mon bunker, je vais rentrer dans un milieu naturel, je vais m'isoler des autres et je me sentirai mieux comme ça et fichez-moi la paix, je veux rester tranquille. Oui, le problème, c'est que finalement, vu qu'on a été rejeté et qu'on est plein d'amour, ben, peut-être qu'on peut se servir de cet amour pour aimer l'autre et pas pour rejeter l'autre aussi. Sauf que aimer quelqu'un qui nous rejette, c'est quand même hyper ingrat, c'est très difficile. J'ai essayé de le faire, ça m'a coûté très cher. Je vous déconseille d'aller dans cette direction-là sans avoir travaillé au préalable sur votre perméabilité émotionnelle, parce que sinon ça va faire énormément de mal. Donc voilà, il y a la première réaction des parents, c'est montrer du doigt, rabaisser la personne, voilà, la juger, en gros, la juger et la rejeter dans sa caractéristique. Et puis vous avez à l'inverse, des parents qui, eux, sont hypersensibles et vont sentir leur enfant hypersensible et vont vouloir les surprotéger pour ne pas que leur enfant vive ce qu'eux ont vécu dans leur enfance. Alors, ça peut être aussi le cas de parents non hypersensibles, mais c'est plus rare. Parce qu'en général, les personnes non hypersensibles ne comprennent pas l'hypersensibilité de leurs enfants. Et sont tout désolés, mais ne voient pas du tout comment elles peuvent faire. C'est un comportement qui leur échappe complètement. Alors qu'un parent hypersensible qui a un enfant hypersensible va vouloir protéger son enfant de toute la souffrance que lui a vécue. Le problème, c'est qu'on peut pas, c'est un petit peu comme pour le froid. On ne peut pas protéger nos enfants du froid. Si dès l'instant où il fait froid, on leur met une énorme doudoune, dès l'instant où il fait 10 degrés, on leur met une doudoune d'hiver qui est censée faire du, je sais pas, moins 20, moins 40 degrés, eh ben, elles ne seront jamais confrontées au froid. Et dès l'instant où il y aura le moindre froid où elles n'auront pas leur doudoune, les enfants vont tomber malades. Parce que la surprotection n'amène pas le développement d'un système immunitaire physique pour le rapport à la maladie, pour le rapport à l'équilibre du corps, mais aussi, on pourrait appeler un système immunitaire relationnel pour prendre de la distance par rapport à une personne qui aurait été particulièrement désagréable avec nous, qui nous aurait particulièrement jugé, etc., etc. C'est-à-dire que malheureusement, la souffrance, pour moi, c'est pas une option dans ce monde. Je ne connais pas un seul être humain qui n'a pas souffert. Très sincèrement, j'ai rencontré pas mal de gens dans ma vie, mais pas un seul m'a dit qu'il n'avait jamais souffert. Donc la souffrance fait partie de ce monde. On ne peut pas protéger nos enfants de la souffrance, mais on peut leur apprendre quoi en faire quand ils la vivent. Alors bien sûr, une souffrance qui est appréhendable à leur âge, en fonction de l'avancée qu'ils ont, mais l'objectif pour qu'ils soient autonomes, pour moi, ce n'est pas de les protéger et de les surprotéger de la souffrance, c'est de leur apprendre à la gérer. Parce qu'une personne
hypersensible, qui a un enfant hypersensible, qui va chercher à protéger son enfant, eh bien, cet enfant va avoir d'énormes difficultés, voire même un handicap, à évoluer dans la vie de manière autonome. C'est-à-dire qu'elle va rechercher cette protection d'une manière ou d'une autre. Et si le parent n'est plus là pour la protéger, elle va rechercher cette protection dans une relation amoureuse, très souvent. Et le problème de la relation amoureuse surprotégeante, c'est qu'elle est forcément dans le triangle de Karpman, puisque nous, on se positionne en victime, on va chercher un sauveur qui va nous protéger du monde extérieur, et donc on rentre forcément dans des relations de manipulation très, très fortes et très, très violentes. Donc méfiez-vous, si vous êtes parent d'une personne hypersensible, à la surprotection de votre enfant. Et peut-être que vous, en tant qu'enfant, vous avez connu des parents qui étaient soit hyper protecteurs, soit au contraire hyper rabaissants. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, arrivé à l'âge adulte, pour vous insérer dans le monde, ben, à part le rejet, vous avez malheureusement pas connu grand-chose. Parce que si jamais vous n'êtes jamais mis dans le monde, si jamais vous n'avez jamais connu la souffrance, ben vous allez vous sentir rejeté dès l'instant où il y a quelque chose qui va venir vous contrarier dans votre hypersensibilité. Et si au contraire vous avez connu le rejet toute votre enfance et que vous en pouvez plus, que vous en avez marre, ben vous allez rejeter les autres et vous allez les juger avec énormément de condescendance parce qu'eux ne captent pas le vrai, parce qu'eux sont ridicules de courir après la félicité dans l'avoir, dans la possession, dans toutes ces choses-là, des trucs qui nous échappent en effet quand on est hypersensible et qu'on recherche l'harmonie. On se rend bien compte qu'avoir ne rend pas plus heureux, c'est être heureux qui permet d'être heureux, c'est pas avoir plein d'objets. Donc ça, on le sent bien quand on est hypersensible et on sent souvent un décalage et donc ces notions de rejet, soit rejet de soi, soit rejet de l'autre, c'est des notions qui sont très fortes et qui sont développées dans l'enfance. Alors après l'exposition de tous ces critères, la grande question est la suivante. Est-ce que vous vous considérez comme étant une personne hypersensible ou pas? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous le souhaitez, ou à ne pas le mettre si vous n'avez pas envie de partager ça parce que ça vous concerne vous et que c'est votre intime, c'est votre intimité, c'est votre façon de vivre le rapport au monde. En tout cas, sachez que l'hypersensibilité pour moi est un fonctionnement, c'est pas une fatalité. On peut résoudre beaucoup de choses, on peut travailler beaucoup de choses quand on est hypersensible, on n'est pas obligé de s'enfermer dans ce bunker de l'aigreur jusqu'à la fin de sa vie. Si vous voulez en savoir plus, regardez dans les liens qui sont autour de cette vidéo. Et sinon, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si jamais elle vous a plu, si jamais vous connaissez des personnes qui sont concernées. Mettre tout ce qui permet au niveau des réseaux sociaux, des algorithmes, de faire en sorte que cette vidéo soit promue. Si son contenu vous intéresse, bien sûr, ne vous forcez pas si ça ne vous intéresse pas, c'est pas mon propos, mais si ça vous intéresse, le petit pouce, le petit commentaire, l'abonnement, tout ça, eh bien, c'est en effet ce qui permet à ces vidéos que j'essaie de faire de ressortir par rapport à l'ensemble, à l'océan de vidéos qui existent sur les réseaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.